Bienvenue dans les carnets de l'intelligence artificielle, un podcast de la Cité de l'IA soutenu par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, engagée auprès de ceux qui façonnent dès aujourd'hui l'entrepreneuriat de demain. Ensemble, explorons comment l'IA peut transformer vos entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives. La robotique que l'on va augmenter par l'IA, donc la rendre plus autonome, évidemment, c'est un magnifique terrain de jeu. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être à l'École nationale d'art et métiers l'ENSAM de Lille avec Richard Béharé. Bonjour Richard. Bonjour. Tu es professeur d'université ici à l'ENSAM. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter l'ENSAM et le laboratoire où tu exerces ? Oui, avec grand plaisir, oui. Donc je suis enseignant-chercheur, alors le titre c'est professeur des universités en automatique, appliqué à la robotique industrielle depuis un peu plus de 15 ans maintenant. D'accord. Et pour l'ENSAM, donc c'est un établissement national. Oui. Qui est constitué de 8 campus et 3 instituts en France, et on va dire à peu près présent sur l'ensemble des régions du territoire. Très bien. Alors aujourd'hui, on a décidé qu'on allait parler de la robotique industrielle à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors peut-être déjà pour nos auditeurs de préciser ce que ça recouvre, ce terme de robotique industrielle. Alors, je vais forcément centrer sur nos activités. Ici, on se trouve sur le campus de Lille. Mon laboratoire, il est sur 3 sites. Sur le site de Lille, on est effectivement spécialisé sur la robotique industrielle. Alors, cette robotique, elle prend différents aspects. Ce qui est le plus connu et ce qu'on voit passer, j'allais dire, ne serait-ce qu'à la télévision, ce sont des chaînes de production, des chaînes de montage, d'assemblage, où on voit des dizaines, voire des centaines de robots. Ça, c'est plutôt l'histoire automobile. Dans l'automobile, oui, c'est ça, voilà. Qui soudent ou qui portent des pièces. Oui, d'accord. On a des robots un peu plus spécialisé dans des mondes où il y a une notion d'artisanat, par exemple l'aéronautique, où là on va avoir du robot peut-être plus grande dimension ou vraiment spécialisé. D'accord. Et ce qui est très explosif, on va le qualifier comme ça depuis quelques années, le monde de la logistique. Oui. Où là on a de la robotique, alors je vais peut-être décliner, mais quand on parle robotique c'est très large aujourd'hui. La robotique ça intègre aussi les machines spéciales, les machines-outils. Mais effectivement on entend plutôt robot manipulateur, robotique mobile. Les systèmes qui se déplacent automatiquement. Ce qu'on a vu un peu tous là sur des vidéos, des étagères qui se déplacent portées par un robot pour s'approcher de l'opérateur ou au contraire qui vont mettre en rayon des produits. Tout à fait. Donc là, on est dans le monde de la logistique. C'est celui qui a vraiment pris le plus d'ampleur sur ces aspects-là, avec présence ou pas de l'humain. Il y a les deux modes de fonctionnement. D'accord. Et ça peut être aussi de l'assistance à packaging. Donc au fait de réaliser votre commande. Donc je vais pas citer de marque, mais quand vous faites une commande sur Internet, derrière il n'y a pas quelqu'un qui va chercher dans les étagères. Il y a des robots qui viennent l'assister, et qui viennent lui mettre à disposition et qui détrompent. Ça permet d'éviter les risques et que vous ayez le bon produit, de la bonne couleur au bon moment. D'accord. Alors la robotique industrielle, ça remonte aux années 70, 80 peut-être. On en a tous vu des images. Qu'est-ce qui change aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ce domaine ? Ouais, on arrive au point qui va intéresser là, sur votre thématique. Justement, il y a un changement. Alors le terme que les scientifiques aiment bien, c'est le changement de paradigme. Oui. Mais effectivement, on est en plein dedans. La robotique, moi, quand j'ai démarré, on était sur la robotique qu'on appellerait aujourd'hui conventionnelle, historique. Et effectivement, il y a 80 ans, les structures ont évolué, mais un robot manipulateur qui représente à peu près le bras d'un humain, en mode opératoire, c'est ça, il peut porter plus lourd et il fera toujours la même chose. Il est répétitif. On a évolué sur l'algorithmie là-dessus, sur la précision, mais je vais dire globalement pas de grande révolution depuis 80 ans. C'est resté statique pendant plusieurs décennies. C'est ça. Et il y a eu une première, je vais dire mini-rupture qui est associée à la robotique collaborative. Oui, d'accord. Qui a déjà ouvert un champ, c'est-à-dire ne plus forcément imposer des barrières de sécurité autour des robots. Donc faire en sorte que ce ne soit pas seulement des machines qui vont représenter ce que l'on appelle des pas de ligne autonomes, mais que l'on peut venir interfacer potentiellement avec de l'opérateur humain. Donc là, je vais pas décliner les modes parce que c'est plus complexe que ça, il suffit pas d'enlever les grilles, mais ça ouvre un nouveau champ de comment je positionne mon outil de production. Il peut être plus agile, plus reconfigurable. D'accord. Ça veut dire que le robot est capable quelque part de détecter l'humain pour éviter de le collisionner ou d'éviter les accidents en fait. C'est tout à fait ça. On va rajouter des capteurs.
le robot en lui-même, c'est qu'une mécanique. Oui. On va rajouter du capteur qui vont détecter par différents moyens, du laser, de la distance, ou alors du comportement aussi. Ah oui. Dans certains cas, des cellules collaboratives, on va vérifier que la personne a un comportement qui est sain vis-à-vis de la tâche. S'il est accroupi ou s'il est en train de courir, c'est un comportement qui est plutôt de mise en sécurité. D'accord. Donc voilà, ça peut déclencher ce genre de choses. Et on arrive à ce fameux paradigme que j'évoquais. En ouvrant ce champ, quelque part, ça nous fait repartir sur une feuille blanche. On a des nouveaux outils et de façon concomitante, il y a l'explosion des outils associés à l'intelligence artificielle. Le monde de la robotique, on était plutôt, comme dans la plupart des sciences de l'ingénieur, sur l'analytique pure, sur la compréhension des phénomènes, les équations associées. Donc on a progressé sur ces éléments-là, mais on était arrivé à peu près, j'allais dire, au bout, dans le sens où pour progresser, il nous fallait énormément de temps, ce qui n'est pas compatible avec une mise en œuvre industrielle. D'accord. Les outils de l'IA, déjà, nous ont permis de gagner tout de suite sur de la précision, sur des indicateurs de productivité. Donc souvent, enfin, je prends l'image avec les étudiants, je vais me permettre, mais nos méthodes analytiques, c'est les grosses billes, les gros galops là, que l'on mettrait dans un vase, et puis l'IA au départ, c'est le sable. Alors aujourd'hui, on est encore un peu là-dessus, mais avec une granulométrie un peu plus grosse, mais c'est le sable qui vient compléter. D'accord. Et ça bouche les trous qu'on n'arrivait pas à combler avec les technologies traditionnelles d'une certaine manière. Alors j'espère qu'il en reste encore un peu, sinon moi j'ai plus de boulot. On peut toujours mettre de l'eau après dans le bas. C'est ça. Je peux peut-être donner un exemple concret. Oui, très bien. Ouais. Alors des exemples applicatifs immédiats. Par exemple, sur ce qu'on appelle la calibration, alors en bon français, c'est l'étalonnage, mais le fait qu'une structure robotique, on ait son modèle le plus précisément possible. Ça, c'est ce qui est une garantie de précision de ce que l'on va faire. Oui, c'est-à-dire entre le fait d'avoir pris des mesures de la longueur du bras, etc., et la réalité qui peut varier de quelques portions de millimètres, en fait, il peut y avoir un petit écart. Comme sur tous les produits que l'on a, qui sont manufacturés, il y a une tolérance. Mais cette tolérance, elle cause de l'imprécision. Quand le robot est en train de bouger, il n'est pas exactement au bon endroit. Oui. Donc, analytiquement, il y a énormément de méthodes qui ont été développées. Mais là, c'est le bon exemple pour gagner les quelques sous-dixièmes qui restent à la fin. On parle de dixièmes de millimètre, là. Il faut y passer énormément de temps. Il faut des gros moyens de mesure. Et il faut de l'expertise. Donc, il faut quelqu'un qui ait 20 ans de métier dans le domaine. Ce que l'on a développé, alors pas que nous, c'est au sens mondial, là, c'est des méthodes qui viennent hybrider, ce qui devient assez classique aujourd'hui, et c'est, pour moi, c'est plutôt l'avenir de l'IA, c'est de l'hybrider avec toute cette connaissance que l'on a acquise, et au sens des petits grains de sable, cette IA, elle vient compléter le modèle, là où nous, ça nous prendrait beaucoup trop de temps, et on n'arriverait pas à exprimer l'équation comme il faut. Oui, ça c'est très intéressant. Je fais un petit aparté pour nos auditeurs, mais en fait, de repartir d'un modèle physique existant et d'aller l'affiner entre guillemets avec l'IA, c'est beaucoup plus efficace que de repartir d'une connaissance nulle et de faire apprendre le modèle à partir de zéro, évidemment. Et donc, on comprend tout à fait l'efficacité que ça peut apporter sur la robotique. Tout à fait, oui. Et il y a aussi l'approche qui serait diamétralement opposée, de faire tout identifier à l'intelligence artificielle. Oui. Ce qui est une méthode qui fonctionne presque avec la même rapidité. Mais je veux dire, un des principaux inconvénients, c'est que si je change ne serait-ce qu'un élément du robot, puisque j'ai aucun modèle associé, je suis obligé de recommencer à zéro. Alors que cette hybridation, elle me permet de garder quand même les 80 ou 90% qui sont paramétrables. D'accord. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour. Selon vous, dans le domaine de la fabrication et de la manutention, quelles seraient les opportunités, les perspectives qui se dessinent avec l'arrivée des nouvelles technologies ? Il y en a énormément, là. Donc forcément, ça fera écho à des choses sur lesquelles on est sollicité. Alors, on a énormément d'activités partenariales. Oui, avec des industriels. Ouais. Oui, avec de nombreux industriels, des grands groupes et des PME. Alors, si je reprends le côté calibration, là concrètement, avec cette méthode hybridée, la mise en œuvre d'un robot avec un degré de précision voulu, c'est entre 2 et 4 heures. Alors qu'auparavant, c'est 2 jours d'une société spécialisée pour faire le même étalonnage. Donc c'est plus vite et moins cher d'une certaine manière. On a un gain de temps et de coût associé. C'est une opération qui doit être renouvelée. Dès qu'on a une opération qui change, donc ça peut être récurrent aussi. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut aussi envisager avec ces temps réduits de la vraie flexibilité. D'accord. Mon robot, auparavant, certes, je pouvais lui changer l'effecteur, mais comme j'ai dit, il fallait repartir sur toutes ces phases, il fallait toutes les refaire, tout reconcevoir. Donc à chaque fois qu'on veut changer de produit à fabriquer, c'est 2 jours de latence, entre guillemets, pour calibrer le robot avec un expert. Alors que là, ça peut être fait dans la journée. Et dans la journée, on peut reconfigurer une cellule pour qu'elle change d'opération. D'accord.
Oui, donc effectivement, ça donne une souplesse incroyable aux industriels. Oui, c'est un des gros arguments. Ensuite, sur les applications, je veux dire là où on est un peu plus recherche amont, mais on reste pragmatique. C'est des choses qu'on s'est démontrées à l'échelle 1. Elles sont en cours d'industrialisation, on va le dire comme ça. D'accord. On va lancer des grands termes, mais on parle beaucoup d'IA agentique. Oui. Le fait de rassembler des fonctions robotiques dans ce que l'on va appeler une fonctionnalité d'agent. Oui. Alors je vais peut-être décrire un peu, mais une fonction, par exemple, là j'ai parlé de la calibration, je peux avoir la fonction calibre-toi, apprends ton modèle. D'accord. Je vais avoir une fonction détecte un produit. D'accord. Donc toutes ces briques, c'est des agents. Et aujourd'hui, l'évolution naturelle de l'algorithmie, c'est d'avoir un orchestrateur qui peut être aussi basé IA, qui va venir adresser ses agents en fonction du besoin. Donc on arrive à quelque chose qui donne de l'autonomie quasiment totale au système, puisque les agents, c'est là où on n'est pas encore au niveau industrialisation. Ces agents peuvent aussi aller chercher de l'information par eux-mêmes pour répondre à leurs fonctions. D'accord. Ah oui. Donc on peut imaginer de charger dans le robot le dessin de la pièce et à fabriquer, par exemple, si c'est de la fabrication mécanique, et il va se configurer toute la ligne automatiquement, presque de manière autonome, pour exécuter cette fabrication. C'est un très bon exemple. C'est des choses, je vais dire, que l'on sait faire en démonstrateur. Il reste encore beaucoup de verrous à robustifier pour en arriver là, mais c'est bien la vision concrète que l'on souhaiterait atteindre là. Un deuxième exemple que je pourrais apporter et qui est très porteur ou alors qui est soumis à beaucoup d'attentes aujourd'hui, c'est celui du on va parler de recyclage, soutenabilité au sens large. Oui, les mots-clés, c'est donc recyclage, mais aussi on parle de remanufacturing, de réemploi. Oui. Le réemploi, on connaît en tant que, j'allais dire qu'indépendant, on fait notre tri, on va... la bouteille en verre consignée. Voilà. Donc ça c'est une notion de réemploi. On sait que certains composants, on peut les déposer dans des endroits prévus à cet effet. De l'électroménager, je peux le confier et peut-être il aura une seconde vie. Oui. Mais aujourd'hui, ce qui se cache derrière, on est plutôt au niveau germinal sur le réemploi. C'est des opérateurs qui se débrouillent avec leurs outils et qui vérifient est-ce que c'est réparable, est-ce que ça l'est pas. Avec 3, j'en refais un. D'accord. Et évidemment, en termes économiques, c'est peu viable et ça permet pas de passer à l'échelle. Donc on a très peu d'éléments qui sont réemployés de façon concrète. D'accord. Dans ce contexte-là, je veux dire, la robotique que l'on va augmenter par l'IA, donc la rendre plus autonome, évidemment, c'est un magnifique terrain de jeu. Et il y a beaucoup de projets aujourd'hui avec des partenaires industriels qui sont associés au domaine soit du réemploi, soit qui sont, je veux dire, poussés, incités par leurs financeurs ou par leur État à aller dans ce sens-là. Donc on travaille sur des projets de recherche sur, par exemple, du recyclage de moteurs électriques. Aujourd'hui, l'automobile, on développe ce domaine du véhicule électrique. Il faut penser immédiatement à ce que je vais faire, pas seulement des batteries, mais aussi du moteur qui, en fin de vie du véhicule actuel, il est au final encore en pleine forme, ce moteur électrique. Oui, c'est vrai. Ça peut fonctionner des millions d'heures. Donc il faut récupérer des composants et un opérateur, ça lui prendrait pas mal d'heures. Là, on va utiliser le robot et l'intelligence artificielle pour s'adapter au type de moteur. Je les ai pas tous en base de données. Donc l'IA va nous aider à augmenter la base que l'on aurait en stock. Voilà un nouveau moteur, ça ressemble à ça. D'accord. Elle retrouve ces éléments, et donc elle va déclencher des fonctions au niveau du robot, de enlever telle pièce, aller chercher telle carte. Ça a de la valeur, ça en a moins. Donc il y a le modèle éco derrière, et puis la viabilité de ce recyclage qui est pris en compte. À l'heure où on parle beaucoup des difficultés des métaux précieux et des matières premières un peu rares, c'est justement une opportunité effectivement très importante de pouvoir les réemployer. Merci pour cet exemple, ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Est-ce que la robotique augmentée par l'intelligence artificielle ouvre des perspectives de développement au tissu industriel national ? Très souvent, on se compare aux concurrents et à l'étranger et aux pays forcément où on a délocalisé. En termes de robotique, on va pas se comparer en nombre. Donc là, je cite pas, on peut citer. Enfin, la Chine, on va pas se comparer en nombre de robots. Ils en ont beaucoup plus. Là, on est sur des échelles qui sont pas comparables. Une nouvelle usine en Chine, ça peut être du million de robots qui est injecté. D'accord. Donc je parle d'unités robotiques. Maintenant, là où justement on a un terrain qui est différenciant, c'est on aura moins de systèmes, mais on peut les rendre entre guillemets plus intelligents. Alors c'est facile à dire ça, mais ça rejoint la discussion sur l'IA. On peut les rendre plus spécifiques.
plus adapté aussi à la société dans laquelle il se trouve et au contexte qu'on veut donner à cette société. Donc ça rejoint le côté soutenable. D'accord. Donc ces nouveaux moyens-là, en étant plus agiles, plus flexibles, plus autonomes, évidemment peuvent être, un porte-étendard de réindustrialisation. Ça peut faciliter cette partie-là. Oui, c'est-à-dire qu'on peut offrir aux PME industrielles ou aux ETI industrielles françaises davantage de souplesse, une capacité aussi à produire plus vite et avec des prix peut-être un peu moins élevés qu'elles n'ont aujourd'hui pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Oui, et à ça, je rajouterai l'approche agent que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Ça veut dire que derrière, en termes de business, on est plutôt sur de la robotique en tant que service. Oui. Donc, pour les PME, ça devient aussi une autre opportunité économique. Oui, ils n'ont pas besoin d'avoir des roboticiens et l'ensemble des équipements. Oui. Donc effectivement, ils gagnent en autonomie et en efficacité et donc en compétitivité au final. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nos auditeurs tous ces éléments. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.